Bien, bonsoir à vous tous qui avez eu le courage de venir. Alors, première question, quand on parle des Blancs dans la guerre civile, il faut chercher à définir ce que sont ces Blancs. Et ça n'est pas si simple. Parce que la guerre civile, c'est toujours la forme la plus brutale de la guerre. Toute guerre utilise les ressources de la propagande. Qui dit propagande dit trafic de la vérité, mensonge, exagération, déformation. Et comme la guerre civile se distingue de la guerre, comment dire, normale, habituelle, par un aspect essentiel, dans une guerre entre États, la guerre doit un jour s'arrêter. Un État est vaincu par l'autre, et il paie des réparations, ou bien il se voit amputé d'une partie de son territoire, mais en tout cas, l'État vaincu continue à exister. Dans une guerre civile, c'est tout à fait différent. L'objectif, c'est d'anéantir l'autre. La victoire doit être totale. Il faut que l'autre disparaisse, sinon totalement sur le plan physique, du moins politiquement, socialement et politiquement de la scène. Donc il faut utiliser toutes les armes possibles et imaginables pour arriver à ce but. Et la guerre civile russe est une des guerres civiles les plus cruelles et les plus violentes que l'histoire ait connues. Comment définir les Blancs? Dans la propagande des bolcheviks, ce qui d'ailleurs se comprend très bien, ils qualifient de blancs tous leurs adversaires, c'est-à-dire tous ceux qui se battent contre eux, les armes à la main, ou qui appellent à prendre les armes contre eux. Or, à partir de juillet 1918, tous les autres partis sont hostiles aux bolcheviks et même leurs alliés pendant quelques mois, les socialistes révolutionnaires de gauche, ont organisé une insurrection en juillet 1918 à Moscou, une insurrection d'ailleurs très étrange parce qu'ils ne veulent pas renverser le pouvoir. Ils veulent obliger ce dernier à relancer la guerre avec l'Allemagne, car la signature de la paix de Brest-Litov leur apparaît comme une trahison de la révolution mondiale. C'est le même argument d'ailleurs que les communistes de gauche, Boukharine, Inessa Armand, la vieille copine de Lénine, Alexandra Kollontai et bien d'autres. Mais cette insurrection est battue, écrasée, et maintenant tous les autres sont donc dans le camp des ennemis. Et cela dit, leur attribuer à tous l'étiquette de blanc, comme le fait la propagande du régime, ce qui se comprend très bien, c'est une lutte politique à mort, c'est évidemment très exagéré. Pour prendre un seul exemple, les socialistes révolutionnaires de droite organisent des insurrections, à partir eux aussi d'ailleurs, de juillet 1918, prennent les armes contre les bolcheviks, et puis, donc ils sont classés comme blancs. Mais si on prend la Sibérie, par exemple, qui est sous la coupe de l'amiral blanc Kolchak à partir de novembre 1918, les socialistes révolutionnaires de droite, qui sont d'ailleurs chassés par l'amiral Kolchak, certains fusillés d'ailleurs, se dressent au bout de quelques mois contre le régime de Kolchak, mènent une propagande très vigoureuse contre lui, participent à des insurrections contre ce régime, et lorsqu'ils sont arrêtés, ils sont évidemment fusillés par les vrais blancs. Donc les qualifier de blancs, comme ça se fait dans la propagande du régime, c'est politiquement peut-être nécessaire dans la lutte militaire et politique, mais c'est évidemment tout à fait discutable. Ce ne sont pas vraiment des blancs. Donc qu'est-ce qu'on peut mettre sous l'étiquette blanc? Alors, on peut prendre la solution inverse, c'est-à-dire dire les blancs sont les monarchistes. Le seul problème, c'est que quand on regarde ce que disent et ce qu'écrivent les généraux blancs, c'est-à-dire les principaux d'entre eux, c'est-à-dire ceux qui dirigent des armées contre-révolutionnaires visant à renverser le régime soviétique, que ce soit Dénikine dans le sud, Kolchak en Sibérie, même Krasnov qui lui travaille avec les Allemands, ou le général Miller dans le nord, ou Yudenich près de Petrograd, aucun d'entre eux ne réclame la restauration de la monarchie. Et pourtant, ils sont tous monarchistes. Ça paraît bizarre. Ils sont tous monarchistes et pourtant, le premier d'entre eux, celui qui fonde la première armée blanche, le général Alexeïev, ancien chef d'état-major de l'armée tsariste, est l'un de ceux qui est allé demander au tsar le 2 mars 1917 d'abdiquer, tout en étant monarchiste de cœur. Il était d'ailleurs flanqué de deux autres monarchistes,
un dénommé Rodzianko, président de la Douma, et un dénommé Shulgin, ultra-réactionnaire, très réactionnaire, puisque dans ses souvenirs, il écrit que lorsqu'il a vu la foule des soldats et des ouvriers se déverser à la Douma, il n'a eu qu'une idée en tête, ah, si on avait des mitrailleuses pour liquider tout ça. Donc on ne peut pas dire que ce soit un humaniste conséquent. Et il est pourtant allé demander au tsar d'abdiquer, comme les autres. Mais, même s'ils sont monarchistes de cœur, ils pensent que se battre pour la restauration de la monarchie n'est pas une solution politique susceptible de rassembler derrière eux des troupes importantes. Et Dénikine le dit, évidemment, je ne vais pas retrouver ce qu'il dit, peu importe. Mais Dénikine, ah si, ça doit être là. Dénikine déclare, dans une réunion qu'il fait aux officiers de l'armée qu'il constitue avec le général Kornilov dans le sud de la Russie en décembre 1917, la Russie est une armée puissante, dont les soldats savent comment mourir et comment vaincre. Mais lorsque les soldats commencent à méditer sur la stratégie, sur la guerre et la paix, sur la monarchie ou la République, l'armée devient malade. C'est apparemment ce qui se passe en ce moment. Notre seule tâche est la lutte pour libérer la Russie des bolcheviks, mais cette position ne convient pas à beaucoup. Ils exigent de brandir tout de suite l'étendard de la monarchie. Pourquoi? Pour nous diviser en camps différents et livrer une guerre intestine? Comment nous, qui ne sommes qu'une petite poignée de gens, aurions-nous le droit de décider du destin de notre pays sans son accord, sans l'accord des Russes? Donc il explique, on ne peut pas se battre pour la restauration de la monarchie parce que cela nous isolerait de toute une partie de la population que nous voulons gagner à nous. Et cela a une conséquence qui va se manifester assez vite, c'est que lorsque vous vous battez pour une cause que vous ne définissez pas, vous laissez forcément dans l'ambiguïté toute une partie de ce que vous faites. Et le deuxième problème est que lorsque se constituent les armées blanches, au lendemain de la prise du pouvoir du 26, dans l'ancien calendrier 25-26 octobre 1917, par les bolcheviks sanctionnés par le deuxième congrès des soviets, très peu d'officiers répondent à l'appel à constituer la première armée contre-révolutionnaire, appel lancé par le général Kornilov, rescapé du complot qu'il avait organisé en août 1917, organisé d'ailleurs dans des conditions assez extraordinaires, parce qu'il organise un complot, mais il n'en prend pas la tête. C'est-à-dire qu'il envoie la division dite sauvage, c'était gentil, c'était des Tchétchènes et des Ossètes, donc on appelle les divisions sauvages, prendre d'assaut le soviet de Pétrograd, mais comme il dit, comme j'avais un accès de malaria et que je me mouchais, je ne pouvais pas prendre la direction. C'est vrai que faire un coup d'État quand on se mouche, c'est peut-être pas... Enfin, pourtant, il n'y avait pas la télévision à l'époque, en tout cas, il ne fait rien. Il reste là, il fait des discours, il est arrêté. Bon, il lance cette première... ils organisent cette première armée blanche. Et ils sont extrêmement... Les trois généraux, extrêmement déçus parce que seuls 400 officiers répondent à leur appel. Pourquoi? Je pense que la première raison, c'est le général Dénikine lui-même qui la donne lorsque, avant la révolution d'octobre 1917, dans ses souvenirs, il écrit « L'armée ne voulait plus connaître aucun but de guerre et désirait la paix immédiate à n'importe quel prix. » Il dit l'armée, pas seulement les soldats, c'est-à-dire l'armée tout entière, les soldats et les officiers. Plus personne ne voulait se battre. Or, la première armée blanche, qui se constitue dans le sud de la Russie, se donne comme objectif non seulement de combattre les bolcheviks, mais aussi de continuer à combattre aux côtés des Alliés contre les Allemands. En même temps, se constitue d'ailleurs à côté d'elle une deuxième armée blanche, dirigée par le général Krasnov, qui, elle, se constitue avec l'argent allemand, mais avec l'armement fourni par les Allemands. Krasnov, d'ailleurs, maintiendra cette ligne politique jusqu'à la fin de sa vie, puisque dans la Deuxième Guerre mondiale, il constituera une division SS de Cosaques, ce qui l'amènera, lorsque les Anglais livreront à l'Union soviétique, à être jugé le 16 janvier 1947 et pendu le lendemain. Enfin, à l'époque, évidemment, il ne pensait pas à ce destin. Donc si très peu d'officiers répondent à cet appel, c'est parce qu'ils ne voient pas de perspective. Ils pensent que reprendre une guerre qui est déjà perdue, qu'il n'y a plus d'armée pour se battre, deuxièmement, s'opposer à ce régime mis en place qu'ils détestent, mais dont ils ne voient pas comment ils pourraient le renverser, les amène au début à, disons, à s'abstenir. Et le corps des officiers
russe, c'est-à-dire près de 90 000 hommes, pardon, se divisera en gros au cours de la guerre civile en 3 camps. Un camp, une partie qui rejoindra les Blancs, à peu près un tiers, une partie qui se ralliera aux Rouges, en gros un tiers, et une partie qui se ralliera à personne, en gros un tiers, qui ne bougera pas et qui attendra ce qui va se passer. Alors, la guerre civile, au début, la première armée blanche met beaucoup de temps à se développer pour une raison, pour la raison que je viens d'indiquer. Et la deuxième raison, c'est que ses alliés naturels, c'est-à-dire l'Angleterre et la France, sont engagés encore dans la guerre contre l'Allemagne, qui ne va s'arrêter qu'en novembre 1918, comme vous le savez. Et donc, ils ne peuvent fournir qu'une aide très limitée à cette armée de Dénikine. Bon, les Allemands, eux, qui sont beaucoup plus près, et pour cause, fournissent une aide à Krasnov. Krasnov, d'ailleurs, donne une partie de ses armes à Dénikine. Mais cette armée se développe très lentement, alors qu'en face, son adversaire est dans un état de très grande faiblesse. L'armée russe a été licenciée dès le 30 janvier 1918, avant même la signature de la paix de Brest-Litovsk. Ensuite, les bolcheviks décident de constituer une armée rouge, qui est une armée d'abord de volontaires. L'armée de volontaires, en général de jeunes ouvriers, parce que les étudiants sont en général du côté des Blancs, ce n'est pas les étudiants de mai 68, c'est la génération d'avant. Et ces jeunes ouvriers sont d'une grande maladresse, ils n'ont strictement aucune formation militaire, ils savent tout juste marcher au pas, tirer de façon tout à fait vague au fusil, et à la limite enfoncer une baïonnette dans le ventre de celui qui est en face d'eux, et ça s'arrête là. Et les premiers combats sont d'ailleurs des combats à la fois d'une très grande brutalité, c'est-à-dire que chaque fois qu'on fait des prisonniers d'un côté ou de l'autre, on les fusille tout de suite. D'ailleurs, Kornilov donne comme consigne, ne faites pas de prisonniers. Ça durera jusqu'en août 1918, lorsque l'armée rouge décidera, enfin un peu avant mi-août d'ailleurs, de passer du système du volontariat à la conscription obligatoire. C'est-à-dire, on recrute une classe entière et que l'on forme avec des officiers qui les encadrent et qui deviennent donc des soldats plus ou moins expérimentés. En fait, à l'époque, la seule force militaire réelle dans la Russie de l'époque, c'est ce qu'on appelle les légionnaires tchécoslovaques. Ces soldats tchécoslovaques ont été faits prisonniers par l'armée russe pendant la guerre. Ils se sont en général laissés faire prisonniers, laissés capturer avec une très grande gentillesse, parce qu'ils sont soldats de l'armée austro-hongroise, et ce sont en général les partisans de l'indépendance de la Tchécoslovaquie, enfin pas encore la Tchécoslovaquie, la Bohème, si vous voulez, la Moravie, qui formera plus tard la Tchécoslovaquie avec la Slovaquie. Et donc ils n'ont aucune envie de se battre pour le régime austro-hongrois. Donc ils se laissent faire prisonniers, et puis à partir de la révolution de février, se constituent en légion, et le gouvernement provisoire tente de les utiliser, et en même temps, les Alliés demandent qu'on les envoie en France. Il y a déjà 30 000 soldats russes, ils sont d'une volonté de combat assez limitée, et ils veulent que ces légionnaires tchécoslovaques viennent rejoindre les troupes françaises et anglaises sur le front. Le seul problème, c'est que pour rejoindre la France, étant donné que le front occidental est tenu par les armées austro-hongroises, il faut traverser toute la Russie, embarquer à Vladivostok, aller jusqu'aux États-Unis, là prendre le bateau. Donc c'est une véritable épopée dans un pays où les trains ne marchent déjà quasiment plus. Lors du deuxième congrès des soviets, les bolcheviks affirment la volonté d'exercer le pouvoir. Un menchevique les interpelle, mais qu'est-ce que vous allez faire? L'industrie est détruite et les transports sont en ruine, ce qui est vrai d'ailleurs. Et donc, pour aller jusqu'à Vladivostok, ça prend des semaines et des semaines. Ces légionnaires tchécoslovaques, qui sont entre 40 et 45 000, sont des soldats, si on peut dire professionnels, enfin des soldats habitués à se battre, qui savent manier une fusil, qui ont des officiers qui les encadrent. Et ils ont un choc dans une ville où ils s'affrontent avec le soviet local, à Tcheliabinsk, pour une bagatelle. Mais souvent dans l'histoire, une bagatelle peut se transformer en événement décisif. À savoir qu'ils croisent à Tcheliabinsk un convoi de prisonniers hongrois qui eux aussi se sont laissés capturer. Ils appartiennent aussi à l'armée austro-hongroise, qui vient dans l'autre sens.
Et je ne sais pas qui insulte les autres le premier, si est-ce que c'est les Hongrois ou chacun raconte l'histoire à sa façon. Toujours est-il qu'il y a un choc. Le soviet de la ville prend parti pour les Hongrois, les légionnaires tchécoslovaques les renversent, et c'est le début d'une intervention militaire dans laquelle ils vont constituer pendant des mois la force principale des Blancs, sans être eux-mêmes d'ailleurs des Blancs. Ils sont plutôt partisans des sociodémocrates. C'est plutôt en gros des socialistes, je ne dirais pas de droite, de gauche ou du centre, mais enfin pour des sociodémocrates. Et puis, ce qui va donner un deuxième élan à la guerre civile, c'est la défaite militaire de l'Allemagne et de l'Autriche-Hongrie, qui va provoquer deux types de changements. Premièrement, l'Angleterre et la France peuvent désormais aider militairement les armées blanches. Elles ont commencé à envoyer des troupes dans le nord de la Russie, à Mourmansk d'abord, puis à Arkhangelsk à la fin du printemps et au début de l'été 1918. Mais ces troupes, en général, se contentent de rester là. D'ailleurs, les Anglais ont envoyé des réservistes qui n'ont qu'une envie, c'est qu'il ne leur arrive rien et qu'il est très difficile de faire bouger. Donc ils sont là. Les Japonais ont débarqué à Vladivostok dès la fin d'avril 1918, avec l'objectif d'occuper une partie du territoire. Les Américains qui ne veulent pas laisser les Japonais contrôler une partie de la Sibérie ou envoient eux-mêmes un détachement de 9000 hommes, mais qui ne participent pas directement aux opérations de guerre civile. Vous avez là le tableau d'un immense chaos, d'un immense désordre, dans lequel des forces diverses s'affrontent. Et puis à partir donc décembre 1918, la guerre civile prend une autre dimension et l'intervention des Bleus une autre dimension pour une raison très simple, c'est que la France et l'Angleterre, surtout la France, sous la houlette de Clémenceau, veulent absolument écraser la révolution russe. Clémenceau en donne une raison d'ailleurs très très claire. Dans une déclaration du 19 janvier 1918, il déclare que si le bolchevisme gagne l'Italie, ça sera un danger pour toute l'Europe, et donc il faut absolument les mettre au pas. Donc il décide premièrement le blocus de la Russie à partir du 1er janvier 1919, c'est-à-dire interdit de vendre quoi que ce soit, sauf aux armées blanches, bien entendu, et deuxièmement, développement d'une aide militaire très importante qui est confiée à un général français, Berthelot, à la tête des troupes françaises qui débarquent à Odessa, qui sont installées à l'Odessa. À partir de ce moment-là, on va avoir un grand changement dans le développement de la guerre civile. Vous avez, en novembre 1918, l'amiral Kolchak qui prend le pouvoir en Sibérie. Il renverse les socialistes révolutionnaires de droite, il en fait fusiller une petite vingtaine, et il reçoit des armes en très grand nombre par des Américains, mais qui exigent paiement immédiat. Or, il a eu de la chance, Kolchak, il a mis la main sur le trésor de la Russie impériale, dans la ville de Kazan, que les Tchèques l'ont laissé prendre, et il peut payer ses armes, il est donc très, très bien alimenté en armes. Deuxièmement, les troupes de Dénikine, à partir du printemps 1919, commencent à développer une offensive dans le sud et ils utilisent les insurrections qui se développent en Ukraine à partir du printemps 1919, où vous avez même des régiments rouges qui se transforment en groupes de partisans, avec en gros les mots d'ordre des soviets sans communistes ou des soviets sans juifs. L'Ukraine a rarement été un territoire philosémite, c'est bien connu. C'est quand même pas un hasard s'il y a depuis je ne sais combien d'années, au centre de Kiev, la statue de Bogdan Khmelnytsky, qui est quand même passé dans l'histoire, non seulement pour avoir signé l'accord entre le traité qui rattache l'Ukraine à l'Empire russe, mais aussi pour avoir été à la tête du massacre de près de 100 000 juifs en 1657-58. Bon, il est toujours là. D'ailleurs, Staline a créé un ordre Bogdan Khmelnytsky en 1942. C'est vrai que Staline n'était pas animé par des sentiments de sympathie profonds à l'égard des Juifs. Bon, pas seulement à l'égard des Juifs, d'ailleurs. Ça nous emmène trop loin. Donc la guerre civile prend dès lors une dimension internationale et les armées blanches sont
en grande partie dépendante de l'aide que leur apportent ses alliés, mais ces alliés sont divisés entre eux. C'est-à-dire, c'est à qui aura la mainmise sur telle ou telle armée blanche, la mainmise politique. Par exemple, en Sibérie, vous avez les troupes de l'amiral Kolchak, le général français Janin et le général anglais Knox se livrent une bataille de furieuses pour savoir qui donnera les ordres à l'armée de Kolchak. Bien, le problème des Blancs est le suivant. Enfin, outre le problème politique que je viens de citer tout à l'heure, à savoir qu'ils ne se battent pas sur leur vrai drapeau. Là, ils ne se battent pas pour le rétablissement de la monarchie qu'ils veulent pourtant, parce qu'ils pensent que ça ne sera pas populaire. Je crois qu'ils ont raison d'ailleurs. Et ils sont confrontés dès lors à deux types de problèmes. Le premier, c'est que si les bolcheviks, eux, contrôlent un territoire centralisé, qui se réduit d'ailleurs parfois à un certain moment à pas énormément de kilomètres carrés, eux sont répartis sur des zones qui n'ont pas de contact entre eux. Dénikine et Krasnov, qui a cessé de travailler avec les Allemands à partir de novembre 1918, bien sûr, contrôlent une partie du sud de la Russie. L'amiral Kolchak, la Sibérie. Yudenich, la région à l'ouest de Petrograd. Une armée formée par les Allemands à Pskov est contrôlée par un dénommé Bermont, un prince Bermont, qui reste lié aux Allemands jusqu'au bout. Dans le nord, Mourmansk et Arkhangelsk, ce sont encore un général différent, et ils n'ont pas de lien entre eux. Les seuls liens entre les chefs des armées blanches se font par Paris et Londres. Et si Dénikine veut envoyer un messager à Kolchak, en gros, ça prend 3 mois. Il faut qu'il fasse le tour, il faut qu'il prenne un bateau, traverse la Caspienne, ensuite il prend l'océan Indien, longe les côtes du coin, et arrive enfin à Vladivostok, et ça prend au minimum 2 mois et demi. Et arrivé à Vladivostok, il faut encore qu'il aille jusqu'à Omsk. Or, je me rappelle, les trains marchent très 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 mal. Lorsque le chef du principal parti bourgeois russe, Milyukov, Pavel Milyukov, celui qui a été l'objet de la première crise, ou le sujet de la première crise politique dans la Révolution de février, lorsqu'il a publié une note affirmant aux Alliés que la Russie révolutionnaire allait continuer à faire la guerre à côté, ça a provoqué une manifestation gigantesque à Petrograd, il a dû démissionner. Milyukov a tenu un journal, et en avril 1918, il raconte qu'il prend le train pour descendre sur Kiev. Et dans ce journal, il note « Les 2 précédents trains de voyageurs ont déraillé ». Bon, il bénit le ciel que le 3e dans lequel il était n'ait pas déraillé, mais en gros, c'est ce qui arrive à 2 trains sur 3. Et ça ne fera que s'aggraver au fil des mois. Il faut dire que les trains de l'époque, si vous voyez des photos représentant des trains roulants, dans la mesure où ils roulent à l'époque, vous verrez qu'une partie des voyageurs sont allongés sur les toits, une partie d'entre eux d'ailleurs avec des sacs, parce qu'ils se promènent dans les campagnes pour récupérer un peu de nourriture, et qu'en cas de virage brutal, une partie d'entre eux est projetée en dehors du train, écrasée sur les rails. Enfin, c'est une petite image de ce qui se passe dans cette guerre civile. Alors, pour quelles raisons est-ce que les Blancs, bien qu'ayant à certains moments semblé être à 2 doigts de la victoire, ont perdu? Ils ont effectivement semblé à certains moments être à 2 doigts de la victoire. En mars 1919, il se produit un événement tout à fait significatif. L'amiral Kolchak réussit à prendre la ville de Perm. Enfin, il a pris la ville de Perm en décembre, mais enfin bon, il prépare une offensive à partir de l'Oural. Donc il a toute la Sibérie sous son contrôle. Le général Dénikine, dans le sud, commence une offensive vers Moscou. Et à ce moment-là, le président américain Wilson propose aux belligérants, c'est-à-dire aux Blancs et au gouvernement bolchevique, de faire une conférence à Prinkipo pour aboutir à une paix. Paix qui reposerait sur le principe suivant: chacun garde le contrôle du territoire qu'il contrôle au moment où la négociation va se dérouler. Quand il fait la proposition, enfin par son envoyé, je crois que c'est Bullitt, si mes souvenirs sont bons, en février, d'abord Lénine dit non. Puis comme en mars, la situation se dégrade tellement qu'ils sont déjà en train de fabriquer des faux passeports et de la fausse monnaie pour s'enfuir à l'étranger, Lénine dit d'accord, j'accepte.
Mais Dénikine et Kolchak refusent parce qu'ils sont persuadés qu'ils vont gagner. Ils sont persuadés que la conjonction de leurs deux offensives va renverser un pouvoir qui est d'ailleurs confronté, entre autres, à une résistance des paysans qui renaclent contre la réquisition de leurs récoltes. Le gouvernement soviétique a décidé dès juin 1918 d'organiser la réquisition des récoltes pour pouvoir nourrir l'armée et les villes. Pour une raison simple, lorsqu'ils ont pris le pouvoir en octobre 1917, ils ont pris comme première mesure économique de libérer les prix sur le blé. Le résultat a été immédiat, 50% d'augmentation en novembre, 30% en décembre. Le paysan, il a du blé, il veut le vendre, ou bien il veut le vendre pour fabriquer de la vodka, c'est de bonne qualité avec le blé en général, ou bien il veut le vendre à des prix, il veut gagner le plus possible d'argent. Donc, comme l'industrie soviétique n'a rien à lui proposer contre des roubles, on ne voit pas pourquoi il accepterait de vendre sa récolte contre des roubles avec lesquels il ne peut rien faire, puisque l'industrie ne produit quasiment plus rien. Et que la situation est une situation de famine d'ailleurs. Il y a des documents de membres de la Tchéka qui est fondée en décembre 17, se plaignant du fait qu'ils crèvent de faim. Bon, ils se rattraperont pour beaucoup d'entre eux lors des confiscations dans les maisons privées, mais enfin ils crèvent de faim quand même. Et vous avez des compagnies de l'armée rouge qui reçoivent une dotation alimentaire inférieure à ce que sera la dotation du régime carcéral dans le goulag, qui était de 300... Oui, quand on était au cachot au goulag, on devait toucher 300 grammes de pain. Eh bien, à l'époque, il y a des rations qui sont de 140-150 grammes de pain. Et encore, de pain fait avec quoi, il ne vaut mieux pas regarder de trop près. Donc les Blancs refusent à ce moment-là parce qu'ils pensent qu'avec l'appui des forces étrangères, des puissances étrangères, appui qui est certes beaucoup plus politique que réellement militaire, les seuls qui s'engagent vraiment à se battre comme des chiens dans les armées étrangères qui débarquent en Russie, ce sont les Grecs. Il y a 2000 Grecs déchaînés contre ceux qui osent attaquer l'Église orthodoxe. Les destructeurs de l'Église orthodoxe. Donc si vous avez 2000 Grecs fanatiques de l'Église orthodoxe, vous savez que les Grecs sont citoyens orthodoxes par principe. Comme dans la Russie tsariste, si vous voyez un passeport de la Russie tsariste, vous verrez marqué la religion. C'est le point 6 si mes souvenirs sont bons. En Grèce, c'est toujours pareil, d'ailleurs ça ne va pas changer. Et ceux-là sont vraiment des enragés. Mais sinon, la France envoie à part les marins, envoie surtout des troupes coloniales, des malheureux Sénégalais et Algériens qui se font décimer pour un intérêt qui n'est quand même pas vraiment le leur, au moins qu'on puisse dire. Surtout les Algériens se font une fois sabrer de façon extrêmement violente par un groupe de voyous. Et vous avez entre les Blancs et les Rouges, oui ça va, il me reste encore 10 minutes, ceux qu'on appelle les Verts, qui n'ont rien à voir avec Cécile Duflot. Les Verts, c'est le nom que l'on donne en général à des armées souvent oubliées dans les récits de guerre civile, mais maintenant moins. Ce sont les troupes paysannes les bandes paysannes ou les troupes paysannes qui se révoltent contre les réquisitions de récoltes. Et qui parfois peuvent atteindre des dimensions très très grandes. Donc vous avez dans la région de Tambov, qui est au sud-est de Moscou, en 20, vous aurez une grande bande paysanne de 50 000 hommes, bon, armés pas tous de fusils, mais parfois avec des canons et des mitrailleuses, fusils, fourches évidemment, qui se soulèvent et qui menacent d'ailleurs l'approvisionnement de Petrograd. Vous aurez à peu près au même moment, à l'est de l'Oural, dans la région d'Ichim, une bande de paysans insurgés qui va contrôler à un moment près de 1 million de kilomètres carrés. Bon, ça ne durera pas très longtemps. Mais ces groupes, en général, ne se rallient jamais aux Blancs. Le plus connu de ces armées vertes, c'est bien sûr l'armée anarchiste de Makhno, qui parfois se rallie aux Rouges, parfois rompt avec l'armée rouge, mais qui, lorsque le général Wrangel, qui commande la dernière armée blanche de la guerre civile, lui enverra un émissaire, qui est d'ailleurs un de ses anciens camarades, à Makhno, pour lui proposer une alliance, Makhno le fera pendre immédiatement. Donc vous avez là tout un paysage très compliqué dans lequel les Blancs sont, disons, hors jeu. Pour une raison simple, c'est que les Blancs apparaissent aux paysans comme étant ceux qui emportent dans leurs fourgons les anciens grands propriétaires qui veulent récupérer les terres que les paysans ont prises. Et ça il y en a un qui comprend ça assez bien d'ailleurs, c'est le général Dénikine,
il essaie de ménager, enfin comme on dit en général, la chèvre et le chou. Je ne sais pas pourquoi, d'ailleurs, je ne sais pas quel rapport il y a entre la chèvre et le chou. Bon, c'est pas, ça doit venir d'une vieille habitude paysanne. Alors il essaie de trouver un accord en disant, voilà, il dit aux paysans, vous allez garder les terres que vous avez prises illégalement, bien sûr, mais vous devrez donner un tiers de votre récolte à l'ancien propriétaire, qui en général suit les armées blanches. Et il constate dans ses souvenirs, enfin dans l'œuvre gigantesque qu'il a écrite sur la guerre civile, que ça mécontente profondément les paysans. Il faut ajouter à cela que les officiers, très souvent, quand ils prennent un territoire, ils se comportent avec les paysans d'une façon assez brutale. C'est-à-dire que, ah, c'est toi qui as volé la terre de mon oncle, de mon père, de mon grand-père, etc. Donc ils les font fouetter à coups de baguette de fusil. Ce qui, paraît-il, est très douloureux. Hein, je suis prêt à croire ça, d'ailleurs. Donc les paysans, même quand ils se soulèvent contre les rouges, ne rejoignent jamais les blancs et très vite se soulèvent à nouveau contre les blancs. Bien, alors maintenant, je ne vais pas raconter plus loin cette guerre, je voudrais revenir sur un point, c'est pourquoi est-ce que les Blancs qui étaient sûrs d'avoir perdu, de gagner, pardon, pourquoi ont-ils perdu? Tous les Blancs qui ont écrit des souvenirs, il y en a une masse énorme parce que la plupart d'entre eux ont survécu. Il y a très peu de généraux et même d'officiers blancs qui ont perdu la vie. Il y en a un, Maïevski, qui a perdu la vie parce qu'il a eu le typhus, dans la guerre civile. La Russie de l'époque est ravagée par le typhus et le choléra, qui sont responsables d'un nombre gigantesque de morts. Il y a des descriptions de victimes du typhus dans les souvenirs de général Wrangel qui sont hallucinantes. Des kilomètres, dans ses souvenirs, il raconte que sur une soixantaine de kilomètres, il n'y a que des wagons emplis de morts du typhus, y compris les médecins et les infirmières envoyés pour soigner les malades qui sont morts et dont on ne retrouve que les cadavres. Et les seuls qui survivent sont ceux qui ne sont pas encore morts, mais qui vont mourir dans les heures qui suivent. Donc cette guerre qui produit donc ce type de ravage va aboutir à ce que les Blancs n'arrivent pas à attirer de leur côté une masse importante de paysans. Deuxièmement, je rappelle ce que j'ai dit tout à l'heure, ils ne rassemblent autour d'eux qu'un tiers des officiers. Mais troisièmement, la majorité de ces officiers ne se battent jamais. Dans les souvenirs de Dénikine et de Wrangel, il y a des descriptions hallucinantes d'un nombre gigantesque d'embusqués. C'est-à-dire que il y en a aussi dans l'armée rouge, mais moins quand même. Par exemple, l'école centrale de formation des officiers de l'armée rouge à Moscou comporte 24 000 officiers permanents. Je crois que comme corps d'encadrement pour former les officiers, c'est quand même un peu beaucoup, probablement. Mais dans l'armée de Dénikine, puis de Wrangel, qui prend sa succession en avril 1920, et puis ensuite dirigea l'armée blanche de Crimée, ils racontent dans leurs souvenirs, ils donnent des chiffres tout à fait hallucinants. Hein, des moments, surtout lorsque la défaite s'annonce, où il y a 10 fois plus d'officiers embusqués dans les divers services de l'arrière que d'officiers se battant. Et plus ça va, plus c'est comme ça. C'est-à-dire l'absence de perspective de victoire engendre une démoralisation qui pousse à chercher, ce qui n'est pas seulement le cas d'une bureaucratie civile, une planque où se cacher. Et puis, un des derniers, alors, ils ont avancé eux-mêmes beaucoup de raisons dans leurs souvenirs. En général, souvent d'ailleurs, ils se règlent des comptes entre eux. Si vous prenez les deux principaux généraux blancs, je ne parle pas de Kolchak, et lui, il a été fusillé le 7 février 1920 par la Tchéka. Donc lui, il n'a rien pu écrire. En revanche, on a d'ailleurs son interrogatoire par la Tchéka, où, comme il sait qu'il va mourir, il se défend de son point de vue assez bien, d'ailleurs, il est plein de dignité, mais il sait très bien qu'il n'a rien à perdre ni à gagner, mais quand même. Les autres ont survécu, certains finiront mal. Le général Miller sera enlevé par le GPU et fusillé à Moscou, beaucoup plus tard, en 1937, par le NKVD à l'époque, pardon. Mais la plupart qui ont survécu donc ont écrit leurs souvenirs. Et ils se posent toujours cette question. Alors je ne vais pas énumérer toute la liste des réponses qu'ils donnent. C'est en général quand quelqu'un est perdu, quel qu'il soit d'ailleurs,
il cherche toujours à rejeter les raisons de sa défaite sur les autres. Alors en général, Dénikine est plein de reproches pour Wrangel, Wrangel est plein de reproches pour Dénikine, mais dans ces reproches, il y a sans aucun doute une part de vérité qu'il faut évidemment déceler, et une partie des raisons qu'il donne ne sont pas seulement des justifications. Il y a bien sûr des justifications, comme tout le monde. Quiconque perd tente d'abord à se justifier. Mais il y a aussi une tentative de comprendre pour quelles raisons, réellement, ils ont perdu ce qui leur apparaissait comme une victoire évidente. Mais ils n'étaient pas les seuls à penser ça. De nombreux dirigeants bolcheviques étaient persuadés, en octobre 17, qu'ils tiendraient 15 jours ou 3 semaines. Le commissaire du peuple à l'instruction, Lunacharsky, dit à un de ses amis, « Dans 15 jours, je serai pendu à la fenêtre de mon balcon. » La commissaire, la première femme ministre au monde, la commissaire à l'assistance publique, Alexandra Kollontai, qui fera prendre des décrets très importants, le mariage civil, le droit au divorce, etc., dit au capitaine de la mission française, Jacques Sadoul, qui vient la voir, comme ça, nous laisserons une trace dans l'histoire. C'est-à-dire qu'elle est persuadée que dans 3 semaines, tout sera fini. Et beaucoup d'entre eux pensent ça. Lénine ne pense pas ça et Trotsky non plus. Et ça compte pour beaucoup, ce qui se passe. Donc, ils se demandent quelle a été leur vice interne. Et ils en voient 3, en général. Le premier, c'est qu'ils ont mené, les Blancs, une politique de restauration de la Russie une et indivisible. C'était entre autres le mot d'ordre de Dénikine. Ça veut dire quoi, la restauration de la Russie une et indivisible? Ça veut dire la restauration de la Russie dans les frontières de l'Empire tsariste. C'est-à-dire, je vous rappelle que ces frontières comprenaient les 3/4 de la Pologne historique, tous les pays baltes, etc. La Bucovine, la Géorgie, bien sûr, et manifestement, et la Finlande, j'oublie la Finlande, pardon, ce qui est très important parce que les bolcheviks ont accordé l'indépendance à la Finlande par un décret du 18 décembre 1917, décret signé, ce qui est assez amusant, Lénine, Staline, Trotsky. Bon, il n'y en a pas des masses, mais enfin celui-là, il y a ces 3-là. Et le général, vous avez en Finlande une révolution qui éclate en janvier et février 1918, révolution social-démocrate de gauche, disons. Donc c'est plus à gauche que Mélenchon, si vous voulez, quoi, un peu plus. Et elle est écrasée par les Blancs avec l'aide d'une division allemande, du général von der Goltz, de 12 000 hommes, et écrasée avec une sauvagerie incroyable. Vous avez le nombre de fusillés est très important. Et le général Mannerheim, qui accède au pouvoir après cette révolution, est tout à fait hostile aux bolcheviks. Mais lorsque les Blancs se tournent vers lui, Déniche se tourne vers lui pour qu'il l'aide à prendre Pétrograd, l'autre dit « Oui, je veux bien, mais il me faut la garantie de l'indépendance de mon pays si vous reprenez le pouvoir. » Que fait Yudenich? Comme l'amiral Kolchak s'est proclamé régent de toute la Russie, il demande l'avis de l'amiral Kolchak. Kolchak dit « Ah non, pas question. » Donc non à l'indépendance de la Finlande. Donc Mannerheim ne bouge pas. L'Estonie, c'est pareil. Le gouvernement estonien est très hostile aux bolcheviks. Lorsque les troupes de Yudenich reculent, après avoir raté 2 fois la prise de Pétrograd, ils demandent l'appui des Estoniens. Les Estoniens demandent la garantie de l'indépendance qu'ils veulent obtenir, et que d'ailleurs ils sont en train de négocier avec le pouvoir soviétique. À la même raison, Yudenich dit non. Et cette volonté de rétablir la Russie une et indivisible est manifestement un des éléments qui aliènent aux armées blanches tous les territoires dont la population veut l'indépendance, y compris l'Ukraine. Car vous avez une aspiration à l'indépendance en Ukraine qui est très profonde et qui se manifeste dans l'existence de partis ukrainiens, les borodistes et tout ça. Bon, je ne vais pas développer là-dessus. Ça, c'est la première. Deuxièmement, c'est le fait que les paysans ne les rejoignent jamais, sauf cas exceptionnel. Bon, il y a, dans le nord de la Russie, il y a une bande de pêcheurs anti-bolcheviques, de 3000 pêcheurs qui sont des anti-bolcheviques déchaînés et qui étranglent, égorgent tous ceux qu'ils peuvent trouver. Mais enfin, à part ces 3000 pêcheurs, c'est très rare de trouver, disons, des travailleurs manuels qui se rangent du côté des Blancs. Et la troisième et dernière raison,
c'est la division qui s'installe à cause de leurs échecs chez leurs alliés. Le Premier ministre britannique, Lloyd George, est assez vite partisan de laisser tomber les Blancs. Alors Churchill, lui, est partisan déchaîné du soutien aux Blancs jusqu'au bout pour renverser les bolcheviks. D'abord, Churchill est persuadé que le protocole des sages de Sion est un document authentique. Vous savez, d'après ce protocole des sages de Sion, vous avez un complot juif mondial pour prendre le contrôle du monde. Vision légèrement modernisée par les Blancs en complot judéo-bolchevique ou bien judéo-maçonnique, ce qui d'ailleurs trouve un nouvel écho dans la Russie d'aujourd'hui. Vous trouverez des historiens russes qui ils expliquent que la révolution est le produit d'un complot judéo-maçonnique. Et ça vient d'ailleurs de cette propagande blanche. Vous avez une affiche d'ailleurs des Blancs dans le Sud qui est tout à fait caractéristique, et je m'arrêterai là. Elle montre, elle représente une jeune fille à l'air très virginale qui est censée représenter la Russie. Au-dessus de cette jeune fille se dresse, elle est ligotée, étendue ligotée au pied d'une statue de Karl Marx. Ensuite, dressé au-dessus d'elle, Trotsky avec un faciès juif très caractéristique, en tablier de boucher, c'est la moindre des choses, qui brandit un coutelas qui va plonger dans son sein palpitant. En plus, Trotsky est entouré de 6 bolcheviks, tous juifs, encore mieux, et qui entourent l'ordonnateur de ce crime rituel, c'est un crime rituel. Et Lénine est vêtu d'une soutane ensanglantée pour organiser toute cette fête. Mais ce type de propagande, disons, il peut répondre à certains fantasmes d'une petite partie de l'intelligentsia russe, ou fantasmes de ceux qui, comme des héritiers de Nicolas II, qui avaient une haine profonde pour les Juifs, qui voyaient dans la Révolution de 1905 un produit d'un complot juif, mais il marque, disons, une distance très profonde vis-à-vis de ce qui a représenté les changements, même peu inscrits dans la réalité, manifestés, traduits par la Révolution. Par exemple, et je m'arrêterai là, je l'ai rappelé tout à l'heure, les mesures prises par Kollontai. Vous savez, l'introduction du mariage civil, droit au divorce, état civil, annulation de la dette. C'est le seul gouvernement au monde qui a décidé d'annuler la dette. Dette extérieure prise auprès des banques anglaises, françaises et allemandes pour pouvoir acheter des produits de l'industrie française, anglaise et allemande. En général, c'est comme ça que ça fonctionne, la dette. Bien, et pour une bataille pour l'égalité des hommes et des femmes, ce qui n'a jamais été facile dans aucun pays du monde, mais en Russie, c'était encore assez difficile, plus difficile peut-être qu'ailleurs. Ce qui fait par exemple que Martov, le menchevique, écrit à son ami Axelrod, lorsqu'il est réfugié à Berlin, Martov, que pour les ouvrières de Moscou, qui ont une véritable vénération pour Lénine et Trotsky, le soleil a commencé à apparaître avec eux, parce qu'elles ont des droits. Des droits qu'il n'est pas toujours facile d'incarner dans la réalité, ça c'est sûr, mais des droits. Et ces droits, ceux d'en face, pour eux, ça n'existe pas, ça ne les intéresse pas. Et ces droits se matérialisent difficilement dans une situation marquée par la ruine, mais dès qu'un droit est promulgué, il peut s'incarner dans la réalité. S'il n'est pas promulgué, il ne peut pas s'incarner dans la réalité. Et ça, c'est une chose que les Blancs n'ont pas comprise. Pour eux, les bolcheviks étaient à la tête d'une bande de truands, de voyous, de voleurs, de pillards, ce qu'on appelle en russe tchernia. En gros, c'est la populace, quoi. Et non pas le peuple. Le peuple, c'était une sorte d'idée incarnée ailleurs, on ne sait pas trop où d'ailleurs, et qui fait qu'ils n'ont jamais pu rassembler même une fraction importante, parce que ce peuple, dont ils avaient une idée en tête, c'était le peuple des rituels, le peuple qui voyait dans le tsar le petit père, mais ça, ce peuple a cessé de voir le petit père dans le tsar à partir du dimanche rouge du 9 janvier 1905, quand les troupes alignées devant le palais d'hiver ont fusillé sans pitié la procession conduite par le pape Gapon, avec à la tête de la procession des oriflammes religieux, des portraits du tsar et des femmes et des enfants,
et fusillés sans pitié, puis ensuite sabrés dans les rues. Et ça a brisé ce qui représentait une réalité encore dans la tête de dizaines, de centaines de milliers, de millions même de Russes. Et ça, c'est une chose que les Blancs n'ont pas comprise. S'ils avaient compris, peut-être qu'ils auraient perdu quand même. Mais c'est l'une des raisons de leur échec. Et ils passeront d'ailleurs des années ensuite à ruminer sur cet échec, ce qui les a amenés à écrire d'ailleurs de très nombreux souvenirs qui sont extrêmement intéressants d'ailleurs à lire, parce qu'on y voit, disons, l'image des vaincus vue par eux-mêmes, alors que traditionnellement dans l'histoire, elle est toujours écrite du point de vue des vainqueurs. Et ça, c'est toujours fâcheux parce que on ne voit qu'un côté des choses. Et il vaut toujours mieux voir les deux côtés. C'est valable dans toutes les circonstances de la vie, d'ailleurs. Je vous remercie. Je vous remercie de votre exposé. Vous avez évoqué la victoire improbable des Rouges, oui, en pointant les faiblesses des Blancs, essentiellement. Nos manuels français, enfin l'historiographie traditionnelle française, explique en général la défaite des armées blanches par le manque de coordination des Blancs, certes, et les faiblesses que vous avez évoquées, mais on pointe en général beaucoup le réflexe de mobilisation des soviets et de l'armée rouge, enfin disons des rouges en général, en mettant un peu la patrie en danger et en mettant en place un régime de terreur et de mobilisation révolutionnaire un peu comparable à ce qui s'est passé dans la France de 1793, envahie par les armées contre-révolutionnaires étrangères. Ma question, à la lumière des nouvelles recherches qui sont actuellement faites par l'ouverture des archives soviétiques, que vous avez probablement suivi, est-ce que cette interprétation est toujours d'actualité? Oui. Question par question. Oh oui, bon. Oui, oui, bon. Non, mais bien sûr, il y a une grande part de vrai dans cette vision des choses. Mais la construction de l'armée rouge à laquelle vous faites allusion a été une affaire longue et pénible. Et à partir du moment où est décrétée la conscription obligatoire, cette armée rouge enrôle des centaines de milliers de paysans, il ira jusqu'à plus de 4 millions de paysans, dont une partie accepte cette mobilisation décrétée avec pas mal de mauvaise grâce. Et en particulier, ces paysans désertent le plus souvent à l'époque des semailles, à l'époque des moissons, et peuvent revenir vers novembre, parce qu'ils se diront que là, peut-être, ils auront des bottes. Donc il n'y a pas seulement... Il y a aussi une sorte de patriotisme, parce que ces paysans sont aussi pour défendre, globalement, malgré les réquisitions, un régime qui a donné au comité agraire les terres de la couronne, des grands propriétaires et de l'Église, qui a commencé à les récupérer sous Yeltsin. Enfin, elle ne récupère d'ailleurs que les terres qui peuvent rapporter. Celles qui ne sont pas intéressantes, ils les laissent tomber. Ils ont récupéré près de 3 millions d'hectares quand même. Bien, donc ça correspond à une réalité, mais qu'il faut, comment dire, il faut voir aussi toute la réalité en face, c'est-à-dire que cette mobilisation réelle de l'armée rouge, elle est liée aussi à une campagne d'agitation politique dans laquelle les rouges manifestent, les soviétiques manifestent une supériorité extrêmement grande par rapport aux blancs. Vous avez toute une activité d'agitation liée avec... par exemple, Malakovski participe à cette activité par des dessins qu'il fait pour l'agence Rosta, qui sont des dessins populaires, très bien faits, agitatifs. Et du côté des Blancs, il n'y a rien de tout ça, parce qu'ils représentent une sorte de couche sociale qui est finalement quand même très éloignée de la masse de la population. La distance entre les sommets dans la Russie tsariste et la masse de la population, c'est beaucoup plus important que dans la France de la Troisième République. Exactement comme vous avez une grande distance entre le corps des officiers, qui appartient globalement à ces sommets de la société, et la masse des soldats. Les soldats, pour beaucoup d'officiers, c'est du bétail. Ce sont des paysans qui le méprisent. Et d'ailleurs, ces soldats, on les envoie au combat en 14, à peu près un quart d'entre eux n'ont pas d'armes. Et les officiers leur disent souvent, tu ramasseras le fusil de ton voisin quand il sera tué.
ce qui n'est pas vraiment fraternel. Bon. Donc là, il y a une réalité, c'est la supériorité politique du régime qui s'appuie sur ce qu'il a proposé. D'abord, le fait qu'il a proposé la paix et qu'il l'a décrétée. Une paix que beaucoup ont refusée, la paix dite infâme de Brest-Litovsk. Et comme dit Lénine, si on ne signe pas la paix, l'armée qui veut plus se battre, c'est quand même assez fort pour nous renverser. Parfaitement vrai d'ailleurs. Bon. Et ça, c'est quand même cette supériorité. Et ça, c'est parfaitement réel, c'est incontestable. Il y a une supériorité politique due au fait qu'il s'appuie sur un certain nombre de conquêtes qui sont des conquêtes pour les soldats qui ne voulaient plus faire la guerre. Et ils sont bien contents d'être sortis de leurs tranchées, surtout au mois de février. C'est pas très gai, les Français, les tranchées à l'époque. Et la terre. Et ce sont les deux éléments essentiels disons, sur lesquels repose le régime. C'est la raison pour laquelle des paysans acceptent la circonscription dans l'armée rouge. Et une partie des officiers acceptent de servir dans l'armée rouge. Alors on parle souvent du décret de Trotsky sur les otages, disant que l'officier tsariste qui s'engage dans l'armée, qui accepte de travailler dans l'armée rouge, on garde en otage son frère, ou sa femme, ou sa mère, et que s'il trahit, il sera fusillé. C'est en grande partie... Le décret existe bien, mais en fait, il n'a jamais été réellement appliqué. Il n'y a jamais aucune institution chargée de faire le recensement des officiers pris en otage, et certains généraux de l'armée blanche, très connus, par exemple le conseiller politique de Dénikine et de Wrangel, Makhrov, il est parti dans l'armée blanche, il a laissé sa femme à Poltava, la Tchéka est arrivée après, ils ont perquisitionné chez sa femme, sans doute sans un excès d'amabilité, hein. En fait, ils ne l'ont pas arrêté. La mère du général Wrangel était à Petrograd pendant toute la durée de la guerre civile, elle n'a jamais été inquiétée. Sauf que quand un officier tsariste passait chez les Rouges, était arrêté par les Blancs, évidemment, il disait toujours « je me suis engagé par force parce que j'ai mon frère, j'ai ma mère, j'ai ma soeur, j'ai ma fille, de ce que vous voulez. » Ça, les autres n'y croyaient pas parce qu'en général, ils les fusillaient aussi. Bon, donc vous avez là une réalité politique qui est un des éléments essentiels quand même de la solidité politique de l'armée rouge, même s'il faut évidemment utiliser des mesures disciplinaires comme dans toute armée. Alors moi j'avais une question sur l'aristocratie russe. Que fait-elle? Est-ce qu'elle rejoint naturellement l'armée blanche? Est-ce qu'elle s'enfuit? Qu'est-ce qu'elle fait? Et puis ma deuxième question, c'était l'armée de Wrangel, à un moment dans le sud de la Russie, je crois, arrive à s'échapper, ou en tout cas à sortir de la Russie, et va rejoindre, je crois, par la flotte, ce qui reste de la flotte impériale, vers Bizerte. Oui, exact. Et est-ce que l'immigration russe qu'on a en France est à l'origine de en partie de cet afflux parce que je crois que ces gens qui ont rejoint Bizerte, c'était de l'ordre de 150 000 oui, tout à fait. personnes. Tout à fait. Voilà, oui. Donc c'est aussi une question. Bon, je commence par la deuxième. Oui, le général Wrangel, à qui Dénikine avait laissé le commandement de l'armée du Sud après les défaites subies en mars 1920, s'est installé avec les restes de l'armée en Crimée et a créé un gouvernement de Crimée et a pu utiliser pour rester au pouvoir pendant quelques mois le fait qu'en avril, la Pologne, le gouvernement polonais dirigé par le futur maréchal Pilsudski, a envahi l'Ukraine sur les conseils du gouvernement français qui lui a envoyé d'ailleurs une mission militaire pour l'aider, mission militaire dans laquelle figurait un capitaine qui gagnera des galons dans l'histoire, parce que c'était le capitaine Charles de Gaulle. L'armée polonaise a donc envahi l'Ukraine, et au début, remportant des victoires très importantes, et ça a beaucoup aidé Wrangel, parce que la grande majorité de l'armée rouge a été renvoyée pour essayer de défendre l'Ukraine. Les Polonais ont pris... Donc ça a permis à Wrangel de résister. Les Polonais ont pris Kiev. Seulement, il y a en Ukraine une vieille, tradition, disons, d'inimitié à l'égard des Polonais. Il faut dire que l'Ukraine a été soumise à l'occupation polonaise jusqu'à la guerre dirigée par le Bogdan Khmelnytsky, c'est-à-dire jusqu'au milieu du XVIIe siècle, et que, une fois libérée de la présence polonaise, l'Ukraine est quand même restée en grande partie sous la coupe polonaise dans la mesure où la majorité des propriétaires terriens étaient des nobles polonais, qui étaient les grands propriétaires en Ukraine, et qui, d'ailleurs, ne mettaient jamais les pieds en Ukraine, qui, depuis que Catherine II avait confié à la noblesse le monopole de la vodka, savait bien organiser le commerce de la vodka,
et qui avait eu l'idée assez remarquable de confier la gestion de leurs fermes et des auberges qu'ils patronaient à des juifs, à partir de deux soucis, enfin, ou de deux considérations. Premièrement, les juifs ne boivent pas. Un paysan ukrainien russe, disons réellement ukrainien, réellement russe, ne craint pas de boire, c'est le moins que l'on puisse dire. Ou alors il faut vraiment qu'il soit dans une situation désespérée. Et donc, et deuxièmement, si le cabaretier avait été ukrainien, lorsque le paysan ukrainien vient boire et qu'il n'a plus de quoi payer, il aurait demandé à faire crédit. Le cabaretier juif, il ne faisait pas crédit, d'où la haine du paysan ukrainien vis-à-vis de ce cabaretier. Il a envoyé tout l'argent aux nobles polonais. Donc, ça a provoqué en Ukraine une véritable, disons, réaction de sentiment national anti-polonais, qui fait que des milliers de soldats paysans ukrainiens sont revenus dans l'armée rouge, ont quitté les bois où ils s'étaient planqués, et que l'armée rouge a ensuite balayé les Polonais, sont arrivés jusqu'aux abords de Varsovie, et là, s'est produit ce qu'on appelle le miracle de la Vistule, dû d'après certains à Dieu. C'est vrai que pour les Polonais c'est assez normal. Personne ne l'a attribué au capitaine Charles de Gaulle, d'autres l'ont attribué à des gars du citoyen Staline qui était dans le sud, enfin peu importe la réalité. Toujours est-il que ça a sauvé Wrangel pendant quelques mois. Et puis ensuite, la Crimée c'est tout petit. En plus, la Crimée c'était très pauvre. D'ailleurs, Wrangel avait décrété, pour pouvoir faire vivre le territoire, qu'il y aurait 3 jours sans viande, et même sans doute sans pain parfois. Enfin, pas interdit de faire du pain blanc, par exemple. Bon. Donc c'était une île qui vivait dans un état, disons, de misère assez profonde. Et lorsque l'armée rouge décide, enfin libérée des Polonais, décide d'attaquer la Crimée, ils enfoncent les défenses de Wrangel en 3 jours. Et l'armée française, la marine française, pardon, qui est dans le coin, organise, à la demande de Wrangel, l'évacuation effectivement de près de 140, le chiffre exact c'est 148 000 et quelques soldats russes, dont certains vont être débarqués à Gallipoli. Wrangel va tenter de reconstituer une armée blanche qui pourrait tenter d'entrer en Union soviétique dans les années à venir. Et puis ensuite, la grande majorité de la flotte de Wrangel sera stationnée à Bizerte, effectivement. Alors, l'aristocratie russe, elle est dans son essence monarchiste. Et cette aristocratie, elle avait comme base économique, la propriété terrienne. Il y a très peu d'aristocrates russes qui sont entrepreneurs. C'est très rare. Banquiers, les entrepreneurs viennent plutôt de la bourgeoisie commerçante, comme le Ryabushinsky qui, le 3 août 1917, avait trouvé comme solution à la révolution montante de faire saisir par la population rebelle par la main osseuse de la faim. Ça n'a pas marché. Donc elle est globalement, intégralement, sauf cas tout à fait exceptionnel, du côté des Blancs, et elle émigre assez vite. Vous avez très peu de membres de l'aristocratie qui s'engagent vraiment dans la lutte armée. Vous avez 2 femmes, Tirkova et comment s'appelle la deuxième, la comtesse Panina, mais qui jouent surtout un rôle politique. Et Denikin, par exemple, le principal général blanc, est un petit-fils de serf. Son grand-père était serf, émancipé ensuite. Bon, Kolchak, on peut dire, il appartient à l'aristocratie, il était contre-amiral. Bon, donc ça, il appartient. Mais sinon, c'est assez... Seules les couches inférieures de cette aristocratie participent directement au combat. La plupart d'entre eux émigrent assez vite, avec une grande partie des intellectuels blancs comme Merezhkovsky, Zinaïda Pius, etc. Ils émigrent en grande partie en France, d'ailleurs, d'autres en Allemagne. Et il y aura près de 2 millions d'exilés à la fin de 21, soit l'aristocratie russe, soit les intellectuels, sans compter les 200 intellectuels que Lénine chassera et enverra en 1922 en France, en Angleterre et en Allemagne. Oui, il y avait une question ici. Puis après, il y a un monsieur. Bonsoir.
Il y a un personnage assez emblématique dont on entend le nom de temps en temps, c'est le baron Ungarn-Sternberg. Ah oui. Et je voulais, enfin je ne connais pas du tout, Oui. je voulais savoir si vous pouvez nous en dire quelques mots et quel rôle il avait joué. Alors, si ce personnage vous intéresse, il y a une biographie de lui, traduite en français, publiée aux éditions des Sirtes. Je crois que l'auteur s'appelle Józefowicz. Alors, Ungern Sternberg est décrit par Wrangel lui-même comme étant un demi-fou. Alors, c'est effectivement un personnage tout à fait particulier, parce qu'il envisage de créer une espèce d'empire, disons, plus ou moins bouddhisto-mongol à la frontière de la Mongolie, de la Chine. Et alors, il est manifestement assez déséquilibré. Il réussit à réunir autour de lui quelques troupes avec l'aide des Japonais qui patronnent deux chefs blancs dans la région, lui et l'ataman Semyonov. Semyonov est un homme, c'est un blanc normal, bon, il ressemble aux autres, même s'il fonctionne avec l'argent japonais. Mais Sternberg est une sorte d'aventurier à moitié mystique, très cruel aussi d'ailleurs. Il a sorti par exemple un ordre demandant de tuer tous les juifs et les communistes et leurs enfants pour qu'ils ne se reproduisent pas. Or qu'il ne sera exécuté par personne quand même. Mais à tel point d'ailleurs qu'il suscitera un complot de certains de ses propres amis contre lui parce qu'ils ont peur de ce qu'il fait, quoi, de l'aventure dans laquelle il les entraîne. Il sera finalement fait prisonnier par l'armée rouge, jugé par la Tchéka et fusillé. Mais si vous intéresse, lisez cette biographie qui est très bien racontée, très vivante, et c'est un personnage, disons, de bande dessinée en réalité. Monsieur? Oui, il n'y a pas de gouvernement en exil unifié, pas de tentative de gouvernement en exil unifié. Ça, c'est ma première question. Et ma deuxième question, c'est la bourgeoisie industrielle et commerçante est tellement insignifiante qu'elle ne pèse pas dans le conflit. C'est pas que bon. Alors, la première question, non. Lorsque, par exemple, le général Wrangel émigre, il crée une association, la ROFS, qui est une association visant à regrouper les anciens chefs blancs, les officiers, etc. Krasnov crée sa propre association. Il n'y a pas de gouvernement blanc immigré parce qu'ils ne peuvent pas s'entendre entre eux. Bon, Krasnov, pour lui, le salut, c'est du côté de l'Allemagne. Wrangel compte beaucoup plus sur la France, qui le soutient militairement, genre financièrement jusqu'à la fin 21, puis ensuite le laisse tomber. Donc il n'y a pas de gouvernement blanc immigré. Ils ne peuvent pas s'entendre entre eux. Dénikin, lui, décide en fait de se retirer et il commence à écrire le monumental ouvrage qu'il a fait sur la guerre civile, 2000 pages, dont seuls 300 sont traduites en français. C'est dommage d'ailleurs, parce que c'est un livre très intéressant. Bon, vu du point de vue d'un général blanc, mais qui n'est pas un idiot. Il essaie de comprendre, lui. Par exemple, essayant de comprendre ce qui s'est passé, il écrit un jour dans ses souvenirs, au fil du temps, pardon, l'histoire découvrira les racines du bolchevisme, ce phénomène énorme et effrayant, qui a écrasé la Russie et ébranlé le monde. Elle définira les causes lointaines et proches de la catastrophe, cachée dans le passé historique du pays. Vous voyez, rien à voir avec une sorte de complot d'aventurier. Cachée donc dans le passé historique du pays, dans l'esprit de son peuple et les conditions sociales et économiques de son existence. Dans la chaîne des événements qui ont frappé les contemporains par leur caractère totalement inattendu, par sa perversité cruelle et leur inconséquence chaotique, l'histoire trouvera un lien serré, une sévère cohérence, voire une nécessité tragique. Vous voyez, c'est pas du tout la vision d'un vaincu qui dit j'ai été battu par, je sais pas, une bande d'agents allemands ou tout ce que vous voulez. Alors la bourgeoisie industrielle et commerçante, elle est représentée par le parti qu'on appelle KD, Constitutionnel démocrate, qui d'ailleurs prend, après la Révolution de février, le nom de Parti de la liberté populaire. Lors des élections à l'Assemblée constituante, ce parti recevra moins de 5% des voix. C'est-à-dire comme Dupont-Aignan, quoi. 4,7%. Tout en nageant sur un territoire nettement plus grand. Bon. Et cette bourgeoisie industrielle et commerçante, elle est, deuxièmement, très dépendante du capital étranger. Parce qu'une bonne partie de l'industrie russe
a été financé par un capital étranger, anglais, français, allemand, et ça représente une couche sociale très mince, finalement, qui en plus tire son origine de la couche historique des marchands, qui sont des marchands dans l'esprit quasiment médiéval, quoi, qui sont très bien décrits dans l'œuvre d'un dramaturge russe qui s'appelle Ostrovsky. Et elle est faible numériquement et elle est faible politiquement. Parce que même si ses intérêts coïncident globalement avec ceux de la couche de l'aristocratie, cette aristocratie la méprise profondément. Et ça s'est marqué par exemple dans la Douma. En 1916, dans la Douma se manifeste une opposition au régime tsariste parce que la majorité de cette Douma veut participer aux côtés des Alliés à la victoire contre l'Allemagne. Elle considère que la manière dont le tsar et son gouvernement et son état-major mènent la guerre mène à la catastrophe. Donc il commence à manifester une opposition. Comment réagit le tsar et son entourage? Comment réagissent-ils? C'est très simple. À partir de ce moment-là, le banc réservé au membre du gouvernement à la Douma reste éternellement vide. C'est-à-dire que Miliukov et ses amis adressent des reproches ou des questions auxquelles le gouvernement doit répondre, et auxquelles personne ne répondra jamais puisque les bancs restent vides. Et entre cette bourgeoisie industrielle et commerçante et l'aristocratie, il faut s'insérer une couche bureaucratique d'État extrêmement nombreuse, mais qui n'est que l'appareil d'État. Et qui, chose assez extraordinaire, elle survivra à la Révolution. En partie, physiquement, certains disparaîtront. Et c'est, pendant la guerre civile, elle participera à la gestion de l'État. Bon, en 1921, ils adhéreront au Parti communiste au pouvoir et ils constitueront l'une des sources de la bureaucratie. Mais la bourgeoisie commerçante et industrielle, elle est financière, elle est marginalisée. Et avec la nationalisation des banques et ensuite celle des entreprises à partir de juin 1918, elle disparaît de la scène. Et une partie d'entre eux émigre aussi. Pardonnez-moi, vous avez déjà un peu abordé le sujet avec le Japon. Quelles étaient les sources de financement des différents partis? Des différents partis. Différentes factions oui, qui payaient. Ah, mais dans tout l'arc-en-ciel de la Russie ou uniquement chez les Blancs? Non, chez les Blancs et surtout chez les Blancs et les Alliés. Oui. Ah, d'accord, bon. Alors, Krasnov lui était financé par l'Allemagne ainsi que le prince Bermond Avalov, qui avait été à la tête d'une armée de Pskov, qui avait été constituée par l'état-major allemand. Il y avait donc deux armées financées par les Allemands. Avec la défaite militaire allemande, évidemment, cet appui disparaît. L'armée blanche de Dénikine est en partie financée et surtout fournie en armes par le gouvernement français. Et entre autres, sous la direction, il y a une mission dirigée par le général Berthelot. Dans mon bouquin, enfin, c'est pas une invite commerciale à l'acheter, parce qu'il n'y a pas que ça. Il y a un document d'Hénikine qui reproduit un accord passé avec l'état-major français, Berthelot, avec toutes les promesses, tout ce qu'il doit recevoir, etc. Les Anglais et les Français financent en partie l'armée de l'amiral Kolchak. Et avec d'ailleurs des conflits entre les Français et les Anglais, comme j'ai évoqué tout à l'heure. L'armée du Nord, celle qui est installée à Mourmansk et à Arkhangel, c'est financée par les Anglais, qui ne s'en cachent pas d'ailleurs. Qu'est-ce qui reste d'autre? Il ne reste pas grand-chose. Les Japonais, eux, financent uniquement l'Ataman Semyonov et le baron Ungern Sternberg. Et les Américains financent l'armée du général Kolchak. Mais ils ne financent pas beaucoup. Ils fournissent un paquet d'armes, mais Kolchak doit payer. Et il paye avec il a mis la main à Kazan sur le trésor du gouvernement russe que les Soviétiques avaient pris et que en juin 1918, ils ont déplacé à Kazan pensant que Kazan était sûr. Sauf que les légionnaires tchécoslovaques ont pris Kazan
Ensuite, les Rouges reprendront Kazan. Mais entre-temps, Kolchak a mis la main sur le trésor. Ce trésor, d'ailleurs, servira à pas mal de gens, en particulier les légionnaires tchécoslovaques en voleront une partie et le déposeront, ouvriront un compte à Prague sur une banque spéciale qui portera un nom d'ailleurs rappelant l'origine de ces fonds et qui servira, disons, à assurer une retraite décente à un certain nombre de hauts fonctionnaires tchécoslovaques qui ne seront pas, eux, menacés d'être taxés si leur revenu dépasse 1 200 € par mois. Bonsoir. Ma question concernait le but vraiment des monarchistes, puisque vous dites qu'ils ne souhaitaient pas rétablir le tsar ou les Romanov sur le trône. Du coup, est-ce qu'ils se battaient uniquement contre l'idéologie bolchevique ou est-ce qu'ils avaient un plan, un programme pour établir un régime particulier et si oui, lequel? Et qu'est-ce qu'ils comptaient faire justement des Romanov au cas où ils auraient gagné s'ils ne souhaitaient pas les rétablir sur le trône en fait. Et aussi, puisque personne ne voulait rétablir le tsar, pourquoi a-t-il été exécuté? Bien, alors avant de répondre à la question, je voudrais ajouter une phrase à ma réponse précédente. C'est que ce financement, ce soutien militaire étranger et ce financement par des puissances étrangères a évidemment servi à Lénine, Trotsky et aux dirigeants de l'armée rouge pour montrer que eux, ils défendaient la véritable indépendance de la Russie, alors que les autres, c'était une sorte d'excroissance des puissances étrangères. Ce qu'il était difficile de dire, même si c'était plus qu'une excroissance, bien sûr, mais l'avantage immédiat à retirer de l'argent avait quand même un très gros défaut politique. C'est-à-dire que c'était des gens financés par l'étranger. Et ça, c'est quelque chose qui heurtait, comme partout d'ailleurs, un sentiment national assez profond. Bien, alors, sur le programme politique des Blancs. Alors, quand on lit leurs textes, on s'aperçoit qu'ils annoncent tous, entre autres à la demande de Clémenceau, qui insiste auprès de l'amiral Kolchak pour ça, pour dire, voilà, il va falloir qu'une assemblée constituante règle la réponse à la question « Quel sera le régime de demain de la Russie ?» En même temps, cette assemblée constituante, ça n'est pas celle qui a été élue en novembre 1917 et que les bolcheviks ont dissoute dès sa réunion le 5 janvier 1918 parce qu'elle voulait continuer la guerre, en fait. Il donne comme raison que en fait, ces élections ont été truquées parce qu'elles étaient sous le contrôle des bolcheviks. Non, en fait, elles étaient sous le contrôle des socialistes révolutionnaires qui contrôlaient les 3/4 des bureaux de vote à la campagne, où les paysans, d'ailleurs, dans un certain nombre de cas, empêchaient les femmes de voter. Les babas n'ont pas à voter. C'est pas leur rôle. Elles sont pas là pour ça. Elles sont là pour faire des gosses et la cuisine. Et traire les vaches éventuellement. Bien, donc, ils ne disent pas qu'il va rétablir la monarchie. En même temps, un certain nombre d'entre eux considèrent que le tsar Nicolas II est en grande partie, enfin au moins en partie responsable de ce qui s'est passé en Russie par son incompétence, ses maladresses, son soutien à Raspoutine. Donc, ils ne se prononcent pas sur les lendemains. Alors, pour quelle raison est-ce que les bolcheviks et soviétiques ont fait fusiller la famille tsariste? Au début, ils voulaient faire un procès. Un procès dans lequel, bien entendu, ce qui aurait été à charge pour le tsar Nicolas II, ça aurait été le Dimanche Rouge, le massacre sur le Pacifique, et puis le déclenchement de la guerre, sans aucun doute. Procès dans lequel, bien évidemment, n'aurait pu être condamné que Nicolas II lui-même, et à la limite, et encore, difficile de tsarim, mais évidemment, ni les filles, ni le tsarevitch ne peuvent pas être rendus responsables ni du Dimanche Rouge, ni du déclenchement de la guerre. Il voulait faire ce procès. Mais en juillet 1918, les légionnaires tchécoslovaques approchent à toute allure de la ville d'Ekaterinbourg où la famille tsariste est internée. Elle a été internée d'abord à Tobolsk, et là elle a été ramenée en train à Ekaterinbourg. Et l'armée rouge se débande à toute allure, si j'ose dire. Et les responsables locaux d'Ekaterinbourg se disent que si les Tchèques prennent le tsar et sa famille, ils vont fournir aux Blancs un drapeau.
c'est manifestement, ils se trompent, et ils sont persuadés que le drapeau du tsar va permettre aux Blancs de se réunifier derrière l'image du tsar. Que faire? Donc ils décident de les fusiller tous. Et comme la monarchie est une monarchie héréditaire, si on veut qu'il n'y ait plus de drapeau pour rallier au tsar et au régime tsariste des foules plus ou moins nombreuses, il faut liquider tout ce qui est représentant de la monarchie héréditaire. Si c'était une monarchie constitutionnelle, ça ne poserait pas le même type de problème. Mais comme elle est héréditaire, le fils ou la fille du tsar a le droit de prétendre au trône, il peut donc servir de drapeau. Bon, c'est donc ce qui les mène à prendre cette décision, qui d'ailleurs, chose assez étonnante, ne provoque pas de grands remous chez les Blancs. Ça ne provoque pas de remous dans la population, qui reste indifférente, mais chez les Blancs, bon, évidemment, ils considèrent que c'est dégoûtant, mais enfin, quand on lit leurs souvenirs ou les écrits, ça ne provoque pas manifestement un choc très profond. Et je ne pense pas là qu'ils dissimulent leur réaction. Je pense que ça n'a effectivement pas provoqué de choc réel. Voilà ce que je peux dire. Alors, en fait, le programme, évidemment, ils ne pourront jamais l'appliquer. Celui qui est le plus net dans le sens du programme, c'est peut-être Dénikine. Mais en même temps, leur programme, ça consiste souvent à prendre des mesures circonstancielles qui ne peuvent pas rallier grand monde. Par exemple, en mars 1919, au moment où les Blancs semblent à deux doigts de gagner la guerre civile, Dénikine est entouré par une conférence spéciale dans laquelle siègent des membres du parti dit cadet, c'est-à-dire de Milukov et autres. Ils décident, ces braves gens, de prendre une décision qu'ils rendent publique, à savoir, dès que nous aurons le pouvoir, nous livrerons à la mort tous ceux qui ont été complices de l'établissement du pouvoir bolchevique. Le moins qu'on peut dire, c'est que, formulé comme ça, c'est une liste qui peut s'allonger assez longuement, sans garantie que XY n'y figurera pas, que tel paysan qui a mis la main sur la terre d'un propriétaire et qui l'a en plus peut-être égorgé en passant, c'est ce qui est arrivé au prince Viazemski, qui n'avait pas de mauvais rapport avec les paysans. Fierro le rappelle dans son histoire de la Révolution russe, les paysans viennent le voir, ils veulent mettre la main, et puis ils refusent une de leurs demandes. Il y en a un qui prend une fourche, il défonce la poitrine, les autres ils l'égorgent, et après ils lui coupent la tête. Bon, c'est sûr que les paysans qui ont fait ça, avec la menace de la conférence spéciale, peuvent être considérés comme étant complices de l'établissement du pouvoir bolchevique, et c'est pas une décision pareille qui peut même les laisser indifférents vis-à-vis du retour des Blancs au pouvoir. C'est-à-dire que l'aspiration à la vengeance sociale, si vous voulez, parce que la guerre civile est une guerre sociale, ce qui d'ailleurs explique sa violence incroyable. Lorsque des marins tombent sur 58 officiers blancs à Sébastopol, ils leur coupent les parties génitales et les mains pour se venger, parce qu'ils pensent que ces officiers ont peut-être siégé dans les cours martiales qui, en 1906, ont condamné des marins de Kronstadt à être pendus. Décision qui, d'ailleurs, par grâce impériale, a été changée par l'exécution. Ils ont été fusillés. Mais, alors cette violence sociale, elle s'exprime à tous les niveaux de la guerre civile. Il y a des cas où des paysans saisissant des membres du détachement de réquisition les alignent sur 2 trépieds en bois et les scie vivants. Après leur avoir arraché les yeux, qui complète le tableau. Et cette violence sociale, elle est l'héritage d'une violence historique très grande dans la société russe. Le père de Dostoïevski a été tué à coups de hache par ses serfs. Rappelez-vous la révolte de Pougatchev et ce qui est arrivé d'ailleurs à Pougatchev et aux révoltés. Le malheureux Pougatchev, bon, il est vrai qu'il avait commis le tort de prétendre qu'il était le véritable prince Pierre III réincarné, le tsar Pierre III réincarné. Donc voilà, là ça m'entraîne un peu loin de votre question, mais leur programme reste quand même... Pardon ? Non, si on regarde, ils n'avaient pas vraiment de plan. Pas de programme. Reprendre, chasser les rouges, chasser les bolcheviks, et après... Mais aucun d'entre eux n'est une tête politique. Si vous prenez le général Wrangel,
je suis incapable de juger ses mérites militaires, mais quand on lit ses souvenirs, qui sont extrêmement intéressants d'ailleurs, parce qu'en plus il écrit bien, et puis bon, il raconte des choses, et puis il ne cache pas grand-chose, on ne peut pas dire. Mais politiquement, quand il est à la tête de la Crimée, je sais bien que c'est pas très facile de gérer la Crimée à cette époque-là, mais il n'a pas vraiment de programme politique. C'est une sorte de gouvernement au jour le jour, et manifestement, bon, Dénikine, lui, il a un programme, c'est le rétablissement de la Russie unie indivisible, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Mais ça n'est pas un programme politique, c'est une ambition. Une ambition qui se heurte, comme je l'ai dit, bon, je ne vais pas me répéter, à des aspirations de nombreux peuples vivant à l'époque. Donc, rien de tout ça ne fait un programme politique. Alors qu'il se heurte à des gens qui, eux, ont un programme politique et qui en appliquent ce qu'ils peuvent. Ils n'appliquent pas tout, ils ne peuvent pas. Ils appliquent ce qu'ils peuvent, ils prennent des mesures. Et des mesures dont certaines mettront du temps à s'appliquer dans la vie, alors qu'ils prennent des mesures, par exemple pour l'émancipation des femmes, ils décident qu'il faut construire des crèches, des jardins d'enfants, des cuisines collectives. Bon, il n'y en aura pas beaucoup en 1920, parce que la guerre civile, ça se traduit par une ruine effrayante. Hein, il y a un officier allemand qui a été fait prisonnier par l'armée russe, interné dans un camp de prisonniers allemands en 1916. Il raconte, décrit ce camp de prisonniers, d'ailleurs dans ses souvenirs. C'est pas mieux que le goulag, sauf qu'il n'y travaille pas. Bon, mais sinon, sur le plan des conditions de vie et de nourriture. Ensuite, il est libéré, évidemment, en novembre 18. Il s'engage dans l'armée de Kolchak. Bon, plutôt parce qu'en tant qu'officier allemand, il préfère être avec ces gens-là qu'avec les Rouges. Et puis, il participe à toutes les opérations de Kolchak, et entre autres à la déroute. Et il donne un tableau de ce qui se passe, mais qui est hallucinant. Hein, je vais vous lire quelques lignes simplement, parce qu'il raconte cette déroute. Notre marche n'est pas seulement celle de la mort, c'est encore celle d'une destruction aussi impitoyable que l'œuvre des Vandales. On a rendu inutilisables toutes les fabriques, tous les dépôts de chemin de fer, tous les ateliers de réparation. À Petropavlovsk, à Omsk, l'une des principales villes de Sibérie, à Novo-Nikolaïevsk, rien n'est resté entier de ce qui aurait pu servir aux Rouges. Signaux, cabines d'aiguillage, postes de garde-voie, gares. De l'Oural à Taïgan, nous avons fait sauter 25 ponts qui semblaient bâtis pour l'éternité. Et il dit, tout alentour n'est qu'un désert de sang et de ruines. Donc déjà en octobre 17, la Russie était en grande partie un champ de ruines. L'industrie était détruite, les transports étaient ruinés. Et vous imaginez ce qui reste après ce passage-là. Hein, les ponts sautés, lorsque vous aurez une famine à l'hiver 1921. Vous trouverez partout que cette famine, dans le sud de la Russie, qui va faire 4 millions de morts et qui va faire revivre le cannibalisme. Il y aura des scènes effroyables dans le sud de la Russie. Hein, des mères qui tuent leur enfant, qui le font cuire, qui le mangent, des affamés qui attendent des bandes d'enfants pour les assommer, les découper et les manger, ou des bandes d'enfants affamés qui le soir s'installent dans un coin en attendant qu'un adulte passe pour l'assommer, l'égorger et le manger. Mais à l'époque, il n'y a plus de chemin de fer. Il n'y a plus de chemin de fer pour faire descendre des secours. Il n'y a rien. Hein, les ponts ont presque tous sauté, les rails ont été presque partout arrachés. Donc c'est un pays en ruine totale. Et les Blancs, par rapport à ça, n'ont aucun programme. Aucun programme. Pour eux, ils offrent une perspective politique. Voilà, rétablir l'Empire. Et cette perspective fait peur aux paysans. Les paysans, à la limite, entre les Rouges, et ceux qui leur confisquent leur récolte, et les Blancs dont ils pensent qu'ils vont rendre la terre aux grands propriétaires, ils se disent, bah, les Rouges nous prennent notre récolte, mais ils nous laissent la terre. Donc quand tout ça, ça va être fini, on aura la terre, donc on aura à nouveau nos récoltes. Alors que si c'est les autres qui gagnent, on n'aura plus rien. Et ça, ils ne régleront jamais de façon... Ils ne pourront jamais trouver un slogan pour la terre. Les bolcheviks ont des slogans. Il y a une affiche blanche qui est très caractéristique, une affiche de propagande. Ça nous montre le camp des Blancs. Alors c'est l'ordre, comme vous le mettez aujourd'hui, l'état de droit. Drôle de droit d'ailleurs, bon. La paix, la tranquillité,
Et puis alors de l'autre côté, le camp des Rouges, c'est la faim, l'horreur, la terreur. Mais qu'est-ce que ça veut dire, l'ordre, la paix, la tranquillité? De toute façon, la paix, c'est la guerre civile. Une fois que la guerre est gagnée, il y a forcément la paix. Mais c'est tout. Il n'y a pas le moindre slogan politique, pas le moindre slogan social. Et dans le domaine de la bataille politique, ils sont 100 fois écrasés par les bolcheviks, qui ont une capacité de lancer des slogans qui sont en plus servis par des artistes. Chagall, par exemple, qui reste à Vitebsk jusqu'en 1922, qui leur font toute une série de dessins, d'affiches, qui sont adressés à une paysannerie dont les 2 tiers ne savent pas lire et écrire. Mais bon, ça ne veut pas dire qu'ils croient tout ce que l'affiche annonce, bien entendu. Mais ils se soucient de s'adresser à la masse de la population. Les autres, non, parce qu'ils n'ont rien à leur dire. Et donc, leur défaite est inscrite dans la logique de cet affrontement. Évidemment, c'est dur à reconnaître pour eux-mêmes. Donc, ils cherchent toujours d'autres raisons. Alors, par exemple, parmi les raisons, c'est les Alliés nous ont lâchés. Les Alliés, je ne sais pas si vous avez vu le film Capitaine Conan, tiré d'un roman de Roger Vercel. Excellent film. Hein, un film excellent. Vous avez un groupe de soldats qui est envoyé rétablir l'ordre à la frontière roumaine, si mes souvenirs sont bons. Bah, ils manifestent, oui, ils manifestent une absence d'envie de se battre qui est tout à fait caractéristique. Je ne sais pas d'où Roger Vercel a tiré ça, mais c'est vrai. Mais vous avez la même chose dans les troupes, la plupart des troupes étrangères qui sont débarquées. Enfin, j'ai parlé des Anglais, mais il n'y a pas que les Anglais. Les Américains ne bougent pas en Sibérie. Ils restent là où ils sont. Ils surveillent les Japonais, c'est tout. Mais les Japonais bougent à peine plus. Non, vous avez, parce que la guerre mondiale a semé une haine de la guerre dans la masse des populations. Vous avez, en janvier 1918, en Autriche, une grève générale et des manifestations à Vienne de femmes affamées, une grève générale qui est trahie par les socialistes, qui invite les ouvriers à reprendre le travail en échange d'une déclaration du comte Tchernine qui est à Brest-Litov pour dire que la monarchie austro-hongroise est favorable à la paix. De toute façon, tout chef de guerre est favorable à la paix. Il veut gagner, puis il est favorable à la paix. Et donc, au nom de cette déclaration qui n'a strictement aucun sens, évidemment aucune portée, ils se battent pour que les ouvriers cessent la grève. Et ils cesseront la grève. Le même mois, vous avez des grèves importantes à Berlin, et où les ouvriers élisent des délégués clandestins dans les usines parce qu'ils n'ont aucune confiance dans les socialistes qui siègent au gouvernement qui fait la guerre. Ils ont bien raison d'avoir confiance. Donc ils élisent des délégués clandestins qui mènent les grèves. Bon, la grève sera battue, mais elle ne sera pas écrasée. Donc vous avez tout un mouvement d'ampleur qui fait que les troupes envoyées pour aider les Blancs, en fait, ne font en général rien. Je me rappelle dans un bulletin très anticommuniste publié par Boris Souvarine et par Georges Albertini, l'ancien secrétaire général du Rassemblement national populaire de Marcel Déat, qui s'appelait Est-Ouest. Il y avait un historien qui avait fait un truc en disant l'intervention militaire des Alliés dans la Russie soviétique, c'est de la propagande, ça ne correspond à rien de réel. Et lui se fondait seulement sur le fait que leur intervention militaire réelle, c'est-à-dire factuelle, c'est-à-dire l'intervention des troupes, avait été réduite à très peu de choses. C'est-à-dire qu'il supprimait tout l'aspect de la fourniture du matériel et de l'argent. Alors que personne ne fournissait de matériel ni d'argent aux soviétiques. Personne. En général, ils utilisaient les armes qu'ils fauchaient aux autres ou que les officiers de l'armée blanche leur vendaient aux rouges. Vous aurez la même chose en Chine, en 1945-1946, où les Américains alimenteront les troupes de Chiang Kai-shek en armes et en uniforme, et où un grand nombre d'officiers de Chiang Kai-shek vendront ces armes aux troupes de Mao. C'est une aide que les Américains n'avaient pas prévue, mais s'ils avaient connu l'histoire de la guerre civile en Sibérie, ils auraient déjà su que c'est ce qui arrivait à pas mal d'armes et même d'uniformes donnés aux soldats blancs, que les officiers vendaient aux rouges, ou bien que les soldats blancs, en désertant pour rejoindre les rouges, emportaient avec eux et vendaient eux-mêmes à leurs copains ou à leurs officiers. Donc, vous avez là une réalité qui fait que si on ne s'intéresse pas aux problèmes politiques de cette guerre civile, on ne comprend pas pourquoi les Blancs ont perdu. Ce qui fait qu'eux-mêmes ne l'ont pas vraiment compris.
Mais après tout, l'aveuglement dans l'histoire, c'est une donnée importante. Dans la politique actuelle aussi, d'ailleurs.